Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième journée de l'event Dreamcatcher, du sommet pour les entrepreneurs Dreamcatcher, dont la thématique est sur savoir comment réinventer ses faux pas. Et aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Martine Lespen, dont la thématique de la présentation d'aujourd'hui sera sur comment commencer sa boîte de zéro. Pour faire une petite présentation de Martine, Martine Lisbonne est une experte engagée dans la transition digitale. Et donc, Martine, tu fais partie d'une génération qui a connu un monde sans Internet ni smartphone. Et ton parcours témoigne de ta capacité à évoluer et à tirer parti de l'accélération technologique. Donc, ingénieur de formation et titulaire d'un master en digital management, tu mets aujourd'hui ton expertise au service de la réduction des inégalités sociales et sociétales causées par la transformation numérique. Et ton engagement humain, ta vision unique rendent ton approche particulièrement inspirante à notre sens. Tu es à la tête du cabinet Numi Consult, qui est devenu donc un acteur majeur de l'accompagnement des TPE et PME dans leurs projets informatiques et digitaux. Et avec un réseau de plus de 60 professionnels hautement qualifiés, tu proposes des solutions sur mesure pour relever les défis du numérique de tes clients. Et ce qui m'a particulièrement intéressée en t'ayant avec nous ici aujourd'hui, c'est qu'à travers Numi Consult, tu contribues à construire vraiment un futur numérique inclusif et performant pour tous. Salut Martine. Aujourd'hui, tu nous fais... Bonjour Stéphane Laure. Une superbe introduction, je vous remercie pour ça. Et donc, tu nous as prévu pour ta présentation d'aujourd'hui, des slides et donc une présentation visuelle. On t'en remercie, ça va être super intéressant pour faire un Ouais. petit point sur Dreamcatcher. Donc, je suis Stéphane Lorcobé, l'organisatrice avec Corinne Huynh. Donc, on a co-organisé cet événement pour justement donner la possibilité aux entrepreneurs d'avoir des informations auxquelles ils n'auraient peut-être pas nécessairement pensé. Et c'est justement ces partages qui sont précieux et au travers desquels je vais te laisser prendre la main pour nous expliquer comment commencer son entreprise de zéro sans héritage ni ressources dédiées. Merci Stéphane Laure. Oui, c'est grâce à ce type de sollicitation que l'on peut faire un pas de côté, hein, et regarder en fait ce qui s'est passé ce qui s'est passé pendant toutes ces années d'entrepreneuriat, pendant 5 ans. C'est vrai que la thématique de votre événement me parle énormément, hein, parce que effectivement, on peut à un moment donné perdre sa motivation, on peut caler dans la côte, et donc il faut reprendre des ressources. Et, et, ce type d'événement, je dois le signaler, est quand même une façon de reprendre des ressources, on se pose, on examine, on ausculte, et puis ensuite on repart. Donc, merci à vous pour cette initiative qui donne de la force pour la suite. Alors, moi, je vous parle de mon expérience à moi, hein. Donc, vous en ferez, enfin, les participants en feront les utilisations qu'ils souhaiteront, hein. Donc, c'est simplement pour vous dire, moi, par quoi je suis passée et comment je suis arrivée jusqu'ici aujourd'hui. Alors, en fait, pour vous parler brièvement de mon parcours, donc je suis une personne qui est d'abord issue de la recherche et de la technologie. J'ai beaucoup travaillé dans ce domaine au début de ma carrière. J'ai été également enseignante. J'ai formé aussi des adultes. Enfin, parce que en fait, dans ma famille, il y a une forte tendance à l'enseignement. Et donc, c'est peut-être un cliché, hein, mais ça m'a donné aussi moi-même l'envie d'enseigner, de partager et d'accompagner en fait les futures personnes, les futurs professionnels dans une nouvelle activité ou dans une nouvelle expertise. J'ai beaucoup aussi travaillé à l'accompagnement des entreprises, un peu dans le même style que celui de former, hein. Je voulais aussi accompagner, aider les entreprises à tirer le meilleur parti des subventions, des subventions à l'innovation, à les aider à innover. Je voulais aussi les aider
à intégrer la technologie dans leurs activités, puisqu'il y a, il y a déjà pas mal d'années, j'ai animé un réseau de développement technologique dans une région de France, ce qui m'a permis en fait à nouveau d'aider les entreprises en identifiant les bons professionnels, les bons centres de recherche, les bons centres techniques qui pourraient aider les entreprises à intégrer les technologies dans leurs activités, la robotisation, mais aussi déjà à l'époque le digital. Et j'ai moi-même été aussi chef de projet digital. Donc, progressivement, en fait, je me suis accaparé enfin, toutes ces nouvelles technologies qui arrivaient depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, en me disant, ben, autour de moi, beaucoup de personnes trouvent à l'instant T et au moment où ces innovations arrivent que c'est un gadget. Mais finalement, en regardant en arrière, on se rend compte que ce n'est plus un gadget. Internet n'est plus un gadget, l'email n'est plus un gadget, voilà, l'IA n'est plus un gadget. Et donc, il faut que nous tous, nous puissions nous accaparer ces nouvelles solutions, parce qu'on voit que de par le monde, on a une capacité énorme à intégrer ces nouvelles innovations. Tu le sais très bien, Stéphane, de là où tu es. Alors qu'en France, on est plus résistant. Alors, il y a certainement des freins au changement, parce on fait ça très bien, on a toujours fait ça comme ça. Mais je pense que c'est important pour nous, pour survivre, en fait, de s'approprier et que les entreprises s'approprient ces nouvelles technologies, d'où l'importance d'avoir un conseil, quelqu'un qui les épaule dans ce domaine. Et bon, c'est vrai que voilà, je suis dans cet univers-là de l'aide, de l'entraide, et je veux que les chefs d'entreprise puissent s'approprier ces technologies. Donc, voilà, pourquoi, vous comprenez tout de suite pourquoi Nimi Consult, un cabinet d'accompagnement à la transition numérique ou transformation digitale, ça c'est la francisation de Digital Transformation. On a tendance en France à justement franciser des mots anglais. Mais moi, je préfère le mot de transition parce que il faut, c'est certes peut-être une transformation, mais le mot transformation peut faire peur en français. Donc, celui de transition est beaucoup plus doux et signale en fait qu'il y a un processus à long terme qu'il faut mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc, ce que l'on cherche à faire chez Nimi Consult, c'est permettre aux entreprises de s'approprier rapidement ces nouvelles technologies. Et pour cela, en fait, on met à leur disposition un réseau de 65 professionnels dans le domaine de l'informatique et du digital, des professionnels que j'ai moi-même qualifiés, qui sont ultra qualifiés, qui sont également qualifiés par les clients. Les clients notent, en fait, évaluent les prestations des professionnels de façon la plus objective possible. Ce sont des professionnels que j'ai choisis parce qu'ils ont des valeurs, ils ont une éthique, une intégrité, une objectivité qui guident les entreprises vers des solutions technologiques qui sont adaptées à leurs besoins et non pas des solutions qu'on a envie de leur vendre. Donc, on cherche vraiment à l'adéquation entre l'entreprise, son besoin à l'instant T et la solution. Par exemple, on a travaillé on travaille beaucoup, pardon, avec des entreprises qui ont besoin d'un site internet, très classique. Donc, sur le marché, il y a énormément de manières d'intégrer un site dans ces activités. On peut, je ne vais pas vous détailler toutes les manières d'intégrer un site internet, mais certaines solutions, en fait, vont vous emprisonner dans un modèle d'abonnement sans vous donner, en fait, ensuite l'accès à ce site à la fin de l'abonnement. Donc, je trouve ça très injuste et je pense que c'est à chacune des entreprises de s'accaparer son propre site internet et d'en faire ce qu'elle veut. Donc, il faut être propriétaire de son site internet, je le signale, refuser les abonnements et prenez le temps, parce que c'est pas très long. Maintenant, il y a des manières de s'approprier un site internet qui sont assez simples et rapides, à condition d'être accompagné. Et c'est vrai que voilà, c'est ce genre de choses que l'on guide pour éviter aux entreprises de tomber dans des pièges qu'elles ne connaissent pas, puisqu'elles n'ont pas forcément eu cette culture préalable. Donc, on fait du conseil, on fait de la formation, on fait de l'accompagnement à la transformation digitale d'une façon générale. On part de zéro jusqu'à suivre les résultats
en fonction des objectifs que l'on s'est fixés au départ. Donc, ça peut être des objectifs commerciaux, ça peut être je veux 5 prospects par mois ou je veux 10 clients par an en plus. Ça peut être encore des objectifs de gain de temps. Hein, on peut travailler sur des solutions qui permettent d'automatiser des processus qui deviennent effectivement très chronophages. Hein. Les tâches chronophages, on connaît, et qui permettent aussi d'alléger la charge mentale parce qu'on n'a plus besoin de s'occuper de ces tâches-là. Elles sont effectivement confiées à l'automatisation. Ceci étant, l'automatisation, c'est pas aussi simple que ça. Et il y a besoin, au démarrage, de mettre en place des choses avec des professionnels qui peuvent justement guider au choix des solutions et les mettre en œuvre, les tester avec l'entreprise de façon à ce que ça puisse se passer du mieux possible. Et c'est notamment ce que l'on fait avec l'intelligence artificielle générative aujourd'hui pour montrer qu'effectivement, c'est une solution qui est possible et qui est sur étagère, à condition de pouvoir se l'approprier correctement et en tirer parti en termes de gain de temps et non pas la tester et puis ensuite se dire ah ben non c'est compliqué, ou là là mes données, qu'est-ce elles vont partir dans le nuage, comment je vais faire, voilà, ça va être compliqué, donc finalement je ne l'utilise pas. Et ouais, tout ça, c'est qu'un gadget, mais on sait bien que non. Donc, c'est voilà, l'objectif en fait de tout cet accompagnement, c'est de faire en sorte que les entreprises soient rentables dans leurs investissements technologiques, qu'elles fassent les meilleurs choix et que ce choix leur apporte effectivement de la valeur et qu'elles puissent pérenniser leur activité sur la durée avec la notion d'entreprise responsable, numérique responsable, puisque déjà, moi, dès le début de mon activité, en fait, j'ai trouvé que c'était très injuste. Alors, je suis toujours dans l'injustice. Je trouvais que c'était très injuste que des personnes soient très à l'aise avec le digital et que d'autres soient en train de ramer, que ce soit à l'échelle personnelle ou à l'échelle professionnelle. Alors, de ce fait, je me suis dit qu'il fallait effectivement qu'on accompagne les, euh, les utilisateurs dans leurs usages et que l'on puisse en fait tous en tirer le meilleur parti. En connaissance des externalités négatives aussi du digital. Et c'est pour ça en fait que je me suis lancée. Hein. C'était pour lutter contre cette injustice. Et donc pour moi, pour une entreprise qui forme ses salariés au numérique, et ben pour moi, c'est un véritable acte social, donc numérique responsable de l'entreprise. Il y a aussi le volet environnemental, puisqu'on sait très bien que les nouvelles technologies sont aussi responsables de l'empreinte numérique sur la planète et qu'il faut absolument limiter cette empreinte et faire en sorte que dans nos usages, dans les usages que on va développer au fur et à mesure des années, on soit responsable d'un point de vue environnemental de nos actes. Donc, je continue. Alors, pour repartir au départ de cette entreprise, Numiconsult, rétrospectivement, je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça implique en fait de quitter le salariat, puisque pendant 25 ans, j'ai été salariée et que c'était confortable, je faisais un peu ce que je voulais. En gros, je faisais déjà un peu ce que je voulais parce que ma hiérarchie me faisait confiance hein, par rapport à mon engagement, mon investissement, les résultats que j'obtenais. Donc, bon, pourquoi quitter ce confort finalement, ce revenu régulier. En plus, c'est vrai que travailler, c'était aussi travailler seul. Ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que je me suis dit oui, j'ai un énorme réseau, tout va bien se passer. C'est vrai qu'après 25 ans, on a un énorme réseau, mais en fait, on se retrouve quand même tout seul. Pour prendre les décisions, on est tout seul. En fait, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de miroir. Prendre un associé, c'est pas toujours simple. Et j'admire en fait votre duo avec Corinne parce que c'est vrai que on peut tomber dans plein de choses, de pièges en fait. On recherche un associé, mais finalement, c'est peut-être pas celui qu'on aurait dû avoir. Enfin, on cherche des compétences complémentaires, mais finalement, on se retrouve à vouloir travailler avec des gens qui nous ressemblent. Donc, c'est quand même assez compliqué.
Donc, je cherchais. Et puis, en plus, j'ai démarré au moment du Covid. Donc, je devais participer à un événement de start-up sur Paris. Et ben, on m'a dit, bah non, toi, tu vis en Italie. L'Italie est complètement débordée par la Covid. Tu vas pas venir à Paris. Donc, du coup, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup isolée encore plus. Et c'est pour ça que je l'ai vraiment ressenti à ce moment-là, le fait de travailler seul. C'était assez envahissant. Euh, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec et puis avancer et on trouve des leviers. Je vous en parlerai après. C'est aussi faire face à l'incertitude parce que ben, est-ce que finalement, euh, est-ce que je suis en train de proposer, ça va accrocher l'intérêt? Est-ce que ça va être, est-ce que les gens vont vraiment comprendre ce que je propose? Est-ce que c'est quelque chose qui est bankable? Est-ce qu'effectivement on peut gagner de l'argent avec ça? Vraiment, il y a plein de choses de questions en fait qui se posaient sur le futur. En plus, pendant la Covid, enfin, bon, c'était par rapport à la Covid, ça m'a aidé quand même, je dois le dire, parce que le digital, ben, ça a fait un boom euh, à ce moment-là. Donc, euh, donc, donc c'est vrai que c'était plutôt bien, mais enfin bien malheureusement pas pour toutes les personnes qui sont restées, mais c'était bien pour aider au moins les personnes qui galéraient à avoir du lien avec d'autres parce que ben, on ne pouvait plus venir les voir. Et puis, c'est mettre sa motivation à l'épreuve parce qu'en fait, on a, euh, on a un vrai doute permanent sur sa légitimité, la légitimité de son idée, euh, les affronts en fait qui qui sont pas forcément évidents quand on nous fait part. Ben, non, on comprend rien à ton idée, on comprend rien à ton modèle, où est-ce qu'il se place parce que aider les autres dans l'utilisation du numérique, mes interlocuteurs ne comprenaient pas en fait ce que je proposais parce qu'il n'y avait pas de référent extérieur sur le marché. C'était pas quelque chose de très, c'était pas quelque chose j'étais pas un centre de formation, j'étais pas une société du numérique à l'époque. J'avais vraiment aucun référent sur le marché qui permettait à mes interlocuteurs de se dire ah oui, je comprends ce qu'elle veut faire, c'est à peu près pareil que ça. Et donc, ça m'a énormément, ça a mis ma motivation vraiment à rude épreuve sur cette partie. Mais par contre, le côté positif, bah, c'est que, et là, je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai préparé cette présentation, c'est que on est libre en fait, on est vraiment libre de ses choix. On fait un choix, bah, on l'assume. Faut pas regretter. Je pense enfin, j'étais suffisamment grande pour me dire, ben, et suffisamment expérimentée avec beaucoup de bagages professionnels pour me dire, ben, j'ai déjà fait des choix dans ma carrière. Certes, j'étais baquée par ma hiérarchie, mais j'en ai fait où j'étais pas baquée et ça s'est très bien passé. J'ai eu pas mal de succès commerciaux et donc je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de raison, en fait, je vais y arriver et avec les choix que je fais, c'est sûr, ça va marcher. Euh, donc, c'est vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose de très jouissif. En fait, voilà, on fait ce qu'on veut. Et on teste aussi, on teste énormément ce qu'on veut et on se dit, bon, ben là, ça ne marche pas, je fais autre chose, je fais autrement. On a une liberté d'action énorme. Et c'est aussi des possibilités illimitées de croissance, oui, parce on peut très bien aller dans un sens, avoir cette idée, une innovation, enfin une idée innovante en plus, qui va permettre de choisir une autre direction ou d'ajouter une offre à son activité, de se dire, ah tiens, oui, j'avais pas pensé, ça serait aussi intéressant de compléter avec cette solution-là, et voilà, d'avoir une immensité de possibilités face à soi en se disant ben, on peut démultiplier plein de choses. Et donc, ça permet vraiment le ciel est la limite, hein, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de limite à l'innovation et ça, c'est vraiment extra, extra. Et puis, c'est une opportunité unique de concrétiser ben, ses valeurs, de concrétiser ce qui nous tient à cœur, sa vision, d'affirmer en fait ce que l'on a envie de faire et de pas se laisser influencer par les, les personnes de l'entourage qui disent bon bah oui mais t'es sûr que quand même ça va marcher
Euh, Moi, j'y crois pas trop. Donc, non, au contraire, il faut aller de l'avant et ça renforce en fait ces rumeurs en fait autour de soi renforcent l'idée que bah non, moi je suis dans mon droit, j'ai envie de légitimer ça, je sais que c'est important et c'est important pour la suite de, enfin pour la suite de, de la planète, voilà, parce qu'au début, c'est vrai que j'étais très, on m'a souvent dit que bah, effectivement, numérique responsable, non mais personne n'y croit en fait au numérique responsable, tu vas dans le mur avec ça. Mais je l'ai quand même toujours gardé avec moi parce que je pense que c'est ce qui motive mon envie d'avancer et c'est ce qui, je crois, qui va changer le monde. Je pense il faut garder en tête le numérique responsable et c'est pour ça que je ne l'ai jamais lâché. Même si voilà, je développe à côté une activité classique de cabinet de conseil en transition numérique, je suis quand même convaincue qu'il faut que je garde aussi le numérique responsable et ça on ne pourra pas me l'enlever. Et donc, bah, par rapport à tout cela, en fait, au quotidien, comment ça se passe? Bah, comme je vous l'ai dit, faire des choix, c'est pas compliqué, hein. La prise de décision, au début, c'est extrêmement paralysant. C'est-à-dire, on est oppressé par le fait de se dire, bah, est-ce que je vais choisir de passer mon temps à faire du marketing digital, à passer mon temps à faire des posts sur les réseaux sociaux, de l'Instagram, du LinkedIn, du Facebook, ou alors, est-ce que je vais aller prospecter, travailler mon réseau et à les appeler un par un les entreprises que je connais. Euh, Parce que, en fait, le temps est vraiment essentiel, surtout au démarrage, donc il ne faut pas perdre son temps. Donc, on est oppressé par le temps, en fait, qui passe, les choix que l'on fait dans ces activités pour bah, gagner de l'argent. Et c'est vraiment, ça, c'est quelque chose de très, très paralysant de faire des choix de ce style, des choix d'activité, de passer plus de temps sur l'une activité plutôt que l'autre. Et ce qui m'a aidé beaucoup, ce sont au début, hein, c'était les ateliers de co-développement. Donc, j'ai fait beaucoup de co-développement parce que ça me permettait de partager tous mes dilemmes, tous mes cas de conscience et de recevoir en fait avec bienveillance des conseils qui me permettaient de faire des choix. Et ça, c'était extrêmement important, de bénéficier de l'intelligence collective, surtout au moment de la Covid, pour avancer. Et je ne connaissais pas encore l'univers du coaching. Donc, donc c'est voilà. Donc, mais par contre, j'étais dans une association qui s'appelle Make Sense. Et avec cette association, en fait, j'ai découvert des entrepreneurs, et notamment une entrepreneuse qui proposait des ateliers de co-développement. Et c'est comme ça que je les ai rejoints. Revoir ses prétentions, parce que c'est vrai que on a d'énormes ambitions au début, et il faut en avoir des ambitions. Mais bah, on va dire que la réalité financière vous ramène aura des pâquerettes. Et donc, je vous dis que même si vous avez l'ambition de transformer, enfin d'aider 10% des utilisateurs du digital dans le monde à 5 ans, parce qu'on vous, bah, on vous challenge avec ça quand vous présentez votre projet à des incubateurs, il y a quand même une réalité financière qui vous rattrape et je pense il faut vraiment revenir à des objectifs réalistes, mesurer aussi tout ce que l'on fait d'un point de vue financier et s'assurer qu'en fait on va dans la bonne direction et reproduire en fait les bonnes pratiques qui permettent de faire gagner, de faire rentrer de l'argent. Je pense que si il y a renoncer, c'est important. J'ai pas renoncé à plein de choses, mais j'ai renoncé à certaines choses. J'ai renoncé à faire appel à des financeurs parce que pour moi personnellement, c'était pas possible en fait. Je pouvais pas mettre en jeu bah, mon couple en fait par rapport à des prêts que j'aurais pu faire. Donc j'ai décidé de renoncer à des investisseurs, j'ai renoncé à des financements. Euh, Ça m'a, c'est vrai que ça a certainement freiné le développement de mon activité, mais en même temps, je l'ai quand même
développé et ça c'est et au final, je suis contente en fait de ce que j'ai réussi à faire. Et pivoter parce que c'est également une chose qui est pas qu'on m'a dit: «Oui, tu verras, tu pivoteras dans un an, tu changeras de cible», en gros. Effectivement, en fait, à la suite, de mon incubation, j'ai pivoté, j'étais partie avec les particuliers parce que pour moi, c'était les personnes les plus fragiles finalement dans cet univers du numérique. Et c'était compliqué en fait, il fallait apporter beaucoup de financement pour avoir un business model rentable. Donc, tu connais ça, Stéphane Laure. Donc, j'ai pivoté et je suis allée vers les entreprises, euh, même si encore j'aide les particuliers, mais je le fais, mes efforts se concentrent quand même sur les entreprises. J'ai prospecté, et la dernière chose, c'est prospecter efficacement. C'est très difficile de de pas s'éparpiller. La prospection, en fait, ça prend plein de chemins différents. On a, on peut vite être happé par la facilité en se disant oui, je vais poster, je vais poster, je vais poster. Et puis, les prospects vont arriver naturellement. Et c'est pas aussi simple. Poster, en fait, ça ne suffit pas de poster des publications. Et puis, en plus, il faut les poster intelligemment. Donc, il faut vraiment faire en sorte bah, de, de développer une vraie stratégie de prospection alignée avec son offre et avec son marché. Et c'est vrai que trouver des clients, des clients de sa cible, c'est un véritable défi parce que on a une cible, on a un persona, on a une cible, enfin, un prospect idéal, mais c'est pas si simple que ça de de l'attirer, effectivement, et puis de pouvoir travailler avec ce persona. Donc, euh, donc, il faut vraiment avoir un coach, un business coach, en fait, qui vous aide à faire les bons choix, à tester, à mesurer toutes les actions commerciales que vous mettez en œuvre pour pouvoir bien avancer. Donc, il faut des coachs. Alors, c'est un peu, ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, quand on est entrepreneur, il y a des plaisirs insoupçonnés qui sont celui de la liberté temporelle, c'est-à-dire qu'on peut faire, euh, bon, ça c'est par rapport à la liberté dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a aussi une liberté de son emploi du temps. On peut aller chez le dentiste à n'importe quelle heure, ou chez un spécialiste à n'importe quelle heure, voilà. Et puis gère son temps comme on l'entend. Ce qui est important également, c'est les apprentissages. Moi, j'adore apprendre en plus, donc ça tombe bien parce qu'on fait énormément d'apprentissage et tout ce qui vous sert, euh, tout ce que vous apprenez au cours de l'entrepreneuriat, en fait, peut vous servir si vous retournez dans une activité salariée. C'est vrai que ça arrive effectivement que l'on repasse dans une activité salariée pour reprendre un peu de financement, on va dire, de finances, et puis repartir à nouveau, repartir de ses propres ailes. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui servent toujours. Hein. Votre capacité d'entreprendre, elle est extrêmement importante, même dans le salariat, en fait. C'est aussi des rencontres enrichissantes parce qu'on élargit ses horizons. Moi, j'ai découvert ce que c'était qu'un coach, j'ai découvert le co-développement, j'ai découvert aussi des activités et des entrepreneurs en fait qui s'engageaient dans des univers extrêmement impactants et qui avaient envie de changer le monde. Et je pense que tout ça, en fait, c'est extrêmement enrichissant de pouvoir avoir toutes ces influences et toutes ces connaissances. Et donc pour moi, si je devais faire tirer des leçons en fait de ce que j'ai vécu là pour ces cinq précédentes années, il faut valoriser chaque heure. Donc j'espère qu'aujourd'hui, bah, avec 7 heures passées avec nous, vous aurez déjà tiré un peu d'enseignement en fait de cette présentation. Donc chaque heure est importante. C'est difficile de prendre des vacances au début, surtout parce on se dit, bah non, si je pars en vacances, je vais 10 jours, hein, 10 jours sans travailler. Mais c'est important de prendre des vacances parce que ça vous ressource, ça vous régénère et ça vous donne
une vision encore plus large et un recul énorme par rapport à votre activité. Donc, il faut couper, il faut déconnecter en fait et pouvoir être rassuré. Rassurez-vous par rapport à cette prise de recul. Bon, c'est pas 10 jours, c'est 5 jours, mais rassurez-vous par rapport à cette prise de recul parce qu'elle va vous donner du ressort énorme pour continuer. Donc, ça, je pense que c'est, si vous êtes dans le bas de la côte, voilà, prenez 5 jours, 2, 3 jours même. Mais prenez, coupez. Voilà, ça, c'est important. Il faut également capitaliser sur ses acquis, c'est-à-dire on part pas de zéro, hein. Certes, moi j'ai pas dans ma famille, j'ai pas d'entrepreneur. Certes, je n'ai pas de ressources financières. Je ne suis pas la fille de Crésus. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent au départ. Mais par contre, j'avais énormément d'acquis. J'avais mon expérience, un réseau, des compétences. Et c'est vrai que si vous prenez en compte bah, tout ce que vous avez déjà acquis, c'est énorme en fait. Et il faut vraiment s'appuyer dessus pour avancer et exploiter au maximum ce trésor que vous avez en fait. Il faut également bah, cultiver sa flamme, c'est-à-dire toujours être motivé par votre projet. Euh, il faut vraiment avoir une motivation profonde, comme les bâtisseurs de cathédrales, en fait. Imaginez, bâtir une cathédrale, c'est énorme. Enfin, ça prend énormément de temps. Et donc être entrepreneur au début, c'est un parcours du combattant, mais c'est vraiment aussi animé. C'est un combat qui est animé par une flamme, en fait, intérieure. Et c'est ça, en fait, qui anime et qui stimule, en fait, vos activités. Et il faut jamais baisser les bras et faire appel à un entourage, un environnement, en fait, qui vous aide et qui vous soutient. Donc, cultivez votre flamme et ben, c'est ce qui vous amènera vers le haut. Et apprendre en marchant, parce que c'est le quatrième principe, parce que c'est toujours continuellement expérimenté. Sachez que vous faites du mieux que vous pouvez de toute façon. Il faut vous faire du bien à vous-même et vous dire que vous faites du mieux que vous pouvez tout le temps, que vous apprenez en marchant, que c'est normal et que vous ne pouvez pas tout maîtriser du premier coup. Et que tout ce que vous ferez, en fait, ben, vous le ferez avec beaucoup de modestie parce que vous pouvez vous planter, mais vous pouvez aussi apprendre de vos erreurs et utiliser cet apprentissage pour avancer et pour faire en sorte de continuer en fait à marcher, hein, malgré tout. Voilà. Par rapport à cet avancement, justement, moi, ce que je recommande, ben, c'est de commencer par une maquette, hein, donc, parce que vous allez pouvoir la tester. Une maquette, c'est le premier niveau de votre idée, transformé en solution, en fait, on va dire, à l'échelle réduite, avec des fonctionnalités toutes simples de votre produit, de votre offre, de votre service et tester en fait cette maquette rapidement auprès de vos clients potentiels pour vraiment vous dire, ben, oui, effectivement, cette solution, elle a accroché, elle accroche. Moi, j'ai commencé avec juste un téléphone, des emails et puis une landing page en fait sur Internet. Et donc, cette landing page, je l'ai en fait poussée avec des publicités sur Google en proposant gratuitement en fait mon service. J'ai proposé gratuitement mon service et, et donc bah, forcément les gens ont répondu OK et ça m'a permis de tester avec des particuliers en fait bah, leurs besoins. Ils avaient besoin de mieux comprendre Skype. Et ben, j'ai trouvé un professionnel qui les a aidés pendant 1 heure à utiliser Skype. Voilà, mais c'était tout simple en fait, hein. Donc il faut vraiment prendre des solutions très très simples et réduire au minimum votre offre pour la tester et s'assurer qu'en fait vous allez dans le bon sens. Et mesurer aussi bah, les besoins de vos clients, les écouter en fait, qu'est-ce qu'ils attendent de votre service, comment ils ont reçu votre service, qu'est-ce qui leur a plu. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de vraiment démarrer au mieux, démarrer de zéro au mieux et sans trop de frais. Parce que finalement, sur la publicité Google, vous pouvez faire, ils vous offrent pour 1 centaine d'euros, en fait, ils vous offrent de démarrer.
Donc il faut peut-être commencer par là. Il vous donne 100 euros, quoi. Je ne sais plus si c'est 100 euros, 150, mais il vous donne de l'argent pour tester. Donc, allez. Il faut aussi s'entourer de garde-fous, donc ça je l'ai dit. Je pense que les garde-fous, je sais pas si c'est le terme approprié pour les coachs, mais c'est vrai qu'on a tendance à partir dans tous les sens, on se pose plein de questions. On se dit, bah oui, est-ce que ça va marcher? Puis on perd du temps, en fait, hein, clairement. Alors qu'en fait, il vaut mieux avoir quelqu'un à ses côtés qui vous soutient et qui permet bah, d'accélérer rapidement. Il faut suivre son intuition, s'écouter, se donner le temps de s'écouter, d'analyser des situations, se poser pour essayer d'écouter en fait ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça doit se faire? Est-ce que ce professionnel que je veux référencer chez Numiconsult, est-ce que c'est vraiment les valeurs que j'attends? Est-ce que faut pas que me précipite à le référencer s'il y a quelque chose qui cloche dans sa présentation qui ne me plaît pas? Euh, donc il faut vraiment être voilà, écouter son intuition et aller vers et ne pas risquer en fait, ne pas risquer son projet parce que on a répondu peut-être à enfin, quelque chose qui scintillait à gauche, alors qu'en fait, non, c'était pas forcément dans la bonne direction où vous vouliez aller. Donc voilà, il faut bien écouter son intuition et structurer sa démarche. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va vous donner le ressort pour faire un vrai des vraies avancées concrètes sur lesquelles vous serez content et qui vous permettront d'être serein sur l'avenir. Structurer sa démarche commerciale et structurer sa démarche, sa stratégie digitale, structurer son process de vente idéal. Il faut vraiment que vous ayez une méthode structurée, structurante pour avancer. Je ne sais pas si je suis pas. Est-ce que je suis encore dans les temps, Stéphane Laure? Alors là, tu es en train de déborder légèrement. C'était ce qu'on était en train de regarder sur le timing. Ok. Euh, voilà, et parce que je savais que c'était très proche de la fin. Donc c'est pour ça que je me disais, bon, au final, on va juste te laisser finir et clôturer. Merci. Mais Merci et beaucoup en tout cas. j'invite toutes les personnes qui se joignent à nous, que ce soit en replay ou en live, n'hésitez pas à poser des questions. Et on va partager également les replays sur un groupe privé Facebook et on fera remonter évidemment les questions à Martine. Mais vas-y, du coup, présente ta dernière slide. Ce serait dommage de... Non, c'est bon, t'inquiète pas. Je voulais simplement, parce que je les ai véhiculés par ailleurs, ces trois capacités à développer. C'est surtout penser à sa posture entrepreneuriale parce que c'est elle qui vous donne, qui vous donne les clés de tout, en fait. La posture, prendre une posture entrepreneuriale, c'est s'affirmer dans son rôle d'entrepreneur. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous les participants et puis désolé pour le débordement. Mais pas du tout, ça, c'était très bien. Euh, Merci en tout cas Martine de cette présentation. En plus, elle est, j'ai envie de dire, elle est structurée comme ce que tu as partagé aussi aux participants. Voilà, Moi, ce que j'ai vraiment aimé, à un moment donné, tu as partagé le fait d'apprendre en marchant. Je pense que c'est vraiment la chose hyper importante et le message qu'on veut passer aussi dans ce sommet qui est comment réinventer ses faux pas. Eh ben, c'est apprendre en marchant. On a fait aussi cette image, on a aussi utilisé cette image avec David de cet enfant qui marche et qui tombe 7500 fois avant de pouvoir réellement marcher. Et en fait, c'est vraiment cette notion-là. L'entrepreneuriat, c'est ce chemin où bah, on doit tester, apprendre en marchant, apprendre parfois en tombant, apprendre à se relever. Et c'est tout ce que tu viens de partager justement dans ton chemin entrepreneurial. Donc pour moi, c'était vraiment très bien résumé, très bien, très clair aussi. Et j'ai vraiment apprécié ce parcours aussi bah, d'une personne qui a osé écouter ses rêves, comme tu disais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui au début te disaient, mais non, mais pourquoi tu veux rendre le numérique plus vert, etc., etc. C'est oser écouter ses rêves, oser écouter ce qui nous fait vibrer. Et enfin, cette notion à la fin que tu as partagée de posture entrepreneuriale.
Euh, et j'ai envie de rebondir par rapport à cette posture entrepreneuriale parce que forcément, moi, ça me parle énormément puisque je suis dans justement tout ce qui est mindset, tout ce qui est posture entrepreneuriale, tout ce qui est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous porte, notre mission, ce qui fait sens. Mais j'ai envie de te poser à toi la question, qu'est-ce que tu entends par posture entrepreneuriale? Ah, alors pour moi, la posture entrepreneuriale, c'est effectivement, c'est dans le mindset, c'est-à-dire se dire je suis entrepreneur et je suis légitime à entreprendre. Et notamment dans toutes les présentations que je fais, dans toutes mes rencontres avec des chefs d'entreprise, euh, je ne suis pas la petite dame voilà, qui essaye de vendre quelque chose, mais je suis une entrepreneur, je veux développer mon activité, je suis de votre égal parce que on cherche tous les deux à développer nos activités je suis légitime à vous présenter mon offre, à vous présenter mon activité et à faire et à vous vendre mon activité. Ce qui est le plus difficile en fait. J'ai remarqué qu'en Asie, ce n'était pas le problème, mais en France, en fait, c'est un vrai problème. C'est qu'on n'est pas, on se sent pas légitime à vendre. Moi, pourquoi en fait les professionnels du digital me contactent en me disant ben, aidez-moi à vendre mes offres parce que moi j'y arrive pas, c'est parce qu'on ne se sent pas légitime. On se dit ben vraiment est-ce que je suis est-ce que mon offre est bonne, est-ce que je suis bon commercial, est-ce que non, c'est pas ça le problème. Le problème c'est je suis légitime à vendre et donc si j'ai envie de vous vendre quelque chose, je vais vous le vendre. Et il faut le faire bien sûr avec des. Faut entourer en fait. Faut pas dire je veux vous vendre ça, mais faut vraiment y aller en se disant ben, que pensez-vous de mon offre? Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? Est-ce que vous êtes prêt à l'acheter? Il faut y aller en termes concrets, quoi, avec des mots concrets qui disent je veux vous vendre ça. Et ça, c'est difficile chez nous, enfin, chez les entrepreneurs, difficile de s'affirmer là-dessus, je trouve. Merci beaucoup pour ce partage et vraiment cette notion de légitimité, je pense qu'elle va résonner auprès des personnes qui nous regardent en live ou en replay. C'est vrai que lorsqu'on se lance dans ce chemin-là, on n'apprend pas à l'école à être entrepreneur et on apprend sur le chemin, comme tu disais, on apprend en marchant, on apprend à faire, on apprend en testant sur ce chemin entrepreneurial et on apprend aussi à acquérir cette posture d'entrepreneur et à travailler souvent sur notre légitimité. Donc, merci beaucoup Exact. pour ce retour-là. Je te laisse la main, Ouais. Stéphane. Je sais que le temps file et que dans à peine quelques minutes, on a de nouveaux rendez-vous avec un autre expert. Donc, je te laisse la main, Steph. Ok, bah écoute, merci. Moi, je voulais également te remercier parce que pour refaire un petit point sur l'ensemble de ce que tu as partagé avec nous, on a pu avoir déjà des informations sur ton parcours qui n'est pas anodin et je pense que c'est un parcours dans lequel beaucoup d'entrepreneurs en fait aujourd'hui se retrouvent parce qu'on a énormément justement de transition vers l'entrepreneuriat. Et moi, je pense que ce qui est intéressant de prendre en considération dans ton témoignage, parce que c'est aussi ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, et ben, ce qui est intéressant de prendre dans ton témoignage, c'est le fait qu'on peut avoir vraiment plusieurs carrières, plusieurs vies. Tu as un petit peu évoqué l'aspect international, mais ton expérience, elle a été riche, elle a été diverse, elle a été justement dans enfin, international, local. C'est très intéressant de voir d'où vient ton histoire, ton expérience et comment est-ce que tu l'as développée. Donc, c'est vraiment, je pense, une des choses que je voulais un petit peu souligner parce que je pense que c'est important dans ton parcours pour comprendre d'où tu arrives avec tout ça. Ensuite, ce que je trouve aussi génial, c'est les mentions où tu dis, bon, ça va être galère. C'est vrai que c'était pas facile, mais côté positif. Et tu nous as partagé énormément de pépites sur la liberté, les choix, le coût que ça peut avoir, des choix qu'on fait, et ce qui va également avec la posture et ce qui contribue à ta légitimité par la suite. Je pense aussi que quand tu mentionnes les leçons et que tu finis avec le comment avancer, c'est très intéressant à prendre pour prendre la mesure de ce qu'on peut utiliser et activer pour se développer. Donc vraiment,
je voulais juste ressouligner ces éléments parce que je pense que vraiment ça fait partie vraiment des perles de savoir que tu nous as un peu disséminé aujourd'hui dans ton partage. Donc un grand merci. Euh, Merci. S'il y avait une chose, juste une dernière question, juste une chose que tu voudrais qu'on se souvienne de ta présentation aujourd'hui, ce serait quoi? Ah, oh là là. C'est la motivation. Garder la flamme. Ah, moi, j'ai adoré ce passage. J'ai adoré ce passage. Je pense que c'est ce qui fait que bah, l'entrepreneuriat vit, parce qu'en réalité, Exactement. c'est le plus dur à gérer. Ouais. Donc, ouais, Je m'en suis pas 200. rendu compte tout de suite, mais je me dis bah oui, moi j'ai la motivation, il n'y a pas de problème. Et c'est la faire durer en fait, qui est pas facile. C'est un peu comme le mariage, c'est un peu comme les couples qui durent. Je drop ça là, prendra qui voudra, peu importe, c'est trop tard, c'est sorti. Donc, Merci donc encore, beaucoup. encore une fois, un grand merci. J'invite l'ensemble des personnes qui se sont connectées à nous suivre pour la prochaine session. J'ai mis le lien pour retrouver Tina qui va être Tania. Tania, pardon. Oui, parce qu'en plus, j'ai mis Tina je suis désolée. Donc, Tania, qui est notre prochaine invitée, Tania Mawanda, pour ce que mes échecs m'ont appris sur la réussite. On va avoir encore un petit peu d'introspective. Je vous invite à nous retrouver sur ce lien. Pour retrouver Martine, vous retrouverez donc son lien LinkedIn dans les informations qu'on a partagées sur votre page web et également sur notre page Facebook. Et bah, Martine, encore une fois, un grand merci pour ton partage Merci. aujourd'hui. Merci à vous et merci à toutes les participants, Merci beaucoup, participants. Martine. Merci à ceux qui étaient en Merci. live et puis à bientôt pour ceux qui sont en replay. Et À très plein de bonnes vite. choses pour l'événement. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir.